Mesdames, Messieurs, merci d'être venus à ce sixième rendez-vous de l'année, qui sera autour des Big Data, un sujet d'actualité et de la Predictive Analysis. Avec nous aujourd'hui, c'est Adel Ben Youssef, un grand expert Big Data et Predictive Analysis, qui est responsable de la filiale Accelerate européenne. Accelerate est aujourd'hui une des, on va dire, des structures éditeurs en fait qui travaillent beaucoup, qui font beaucoup de recherches, qui ont édité un certain nombre de solutions sur le Big Data et Predictive Analysis. Ils sont basés aux États-Unis. Ils ont un certain nombre donc justement de filiales partout dans le monde, et c'est Adel Ben Youssef est en charge donc justement de la filiale européenne. Alors je rappelle que c'est un rendez-vous de l'OSIM. Voilà, donc on va dérouler, c'est Adel va dérouler sa présentation. Donc après il y aura un certain nombre de questions-réponses. Et après on va s'arrêter pour que l'OSIM puisse conduire son assemblée générale ordinaire de cette année. Et donc éventuellement les membres adhérents de l'OSIM sont priés de rester pour assister à l'AGO. Je vous souhaite un excellent rendez-vous, un débat très riche. Et sachez que l'OSIM est très fidèle à ce rendez-vous, devenu aujourd'hui mensuel. Depuis décembre, nous l'avons mensualisé sur un certain nombre de sujets d'actualité. Donc, nous avons parlé de la cybercriminalité, nous avons parlé d'ISO 27001 de la sécurité, nous avons été à Lyon pour parler de l'IT chez la PME, nous avons participé au Digital IT Days. Et donc, aujourd'hui, avec nous, Adel va nous faire découvrir les méandres du Big Data et du Predictive Analysis. Merci, Adel. Merci. Bonjour tout le monde. Je ne suis pas aussi grand que toi. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup à l'OSIM de me donner cette opportunité de m'exprimer dans mon pays natal. Je suis marocain. J'ai quitté le Maroc il y a 30 ans. Pour m'installer en France, et ça fait 30 ans que je travaille avec des Américains dans plusieurs domaines, notamment beaucoup de recherches de R&D autour de l'informatique. Je suis informaticien moi-même, et je suis tombé dedans, petit, donc dès l'âge de 12, 13, 14 ans, j'avais commencé déjà à bidouiller les premières machines qui allaient devenir des ordinateurs par la suite. Donc, merci encore de m'accueillir. Et puis, je vais démarrer sans plus tarder cette présentation. Donc, à quoi rêvent les algorithmes? Donc, très rapidement, je vous invite à vous pencher sur cette maxime, qui est autrement que l'immortalité, on ne cherchera rien d'autre. Donc, aujourd'hui, toutes les analyses d'informatique, d'intelligence artificielle notamment, cherchent le rêve ultime, l'immortalité de l'homme. Donc on cherche à promouvoir beaucoup de technologies, des technologies de la santé, à améliorer beaucoup de services. Et à chaque fois que revient la question pourquoi vous faites ça, l'homme se pose en grand chercheur de sa propre immortalité, parce qu'il veut aller plus loin, encore plus loin. Il veut se transhumer, il veut se modifier. On parle aujourd'hui de robots et de cobots. Vous avez entendu parler des cobots, des robots collaboratifs, c'est-à-dire des extensions de nous-mêmes qui vont nous permettre d'accomplir ou peut-être de résoudre certaines défaillances. Par exemple, pour les personnes atteintes de problèmes aux jambes, on peut leur mettre des exosquelettes et ils marchent avec. Et tout ceci est fait grâce à l'informatique. Il y a de l'électronique, bien évidemment, mais pour piloter tous ces éléments-là, il y a bien évidemment de l'algorithmie. Donc on va revenir sur notre sujet, qui est l'analyse prédictive. Et puis je retiens une phrase de Niels Bohr qui disait que la prédiction est toujours difficile, surtout s'il s'agit de prédire le futur, l'avenir. Donc on va commencer par nous-mêmes, par faire quelques prédictions. Donc quelques prédictions en l'an 2030. J'ai glané Internet et j'ai regardé tout ce que disaient les progressistes et surtout les personnes qui réfléchissaient à quelques visions de quelques décennies. Je ne regarde pas plus que ça. Donc il disait que par exemple l'apprentissage d'une seconde langue ne sera plus nécessaire grâce à la traduction automatique. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai? Je pense que ça commence déjà à se manifester. Tous ceux qui utilisent aujourd'hui Skype, par exemple, peuvent parler dans leur langue naturelle
et le langage est traduit directement dans la langue de leur interlocuteur. J'ai testé ça avec mes interlocuteurs américains, c'est perfectible, mais l'essentiel est là. Donc moi je parle en français, ils m'entendent en anglais et vice-versa. Donc ça commence à fonctionner avec des langues occidentales et Microsoft nous annonce qu'ils seront, que ça va être bientôt disponible pour des langues autres qu'occidentales. La deuxième prédiction, c'est que des milliers, peut-être des millions de personnes auront des espérances de vie de plus de 150 ans. C'est fabuleux ça. Donc vu l'augmentation du nombre de populations dans le monde, je crois qu'on va avoir de sérieux problèmes. Mais bon, pourquoi pas? Si la santé va avec, si à 150 ans on est en bonne santé, pourquoi pas? Seulement 2% de la population mondiale vivra sous le seuil de pauvreté. Ça aussi, c'est pas mal. En l'an 2030, nous serons à peu près 8 milliards et demi. Donc 2%, ça fait 170 millions de personnes qui seront probablement pauvres. C'est à nous de choisir. Est-ce qu'on va peut-être supprimer ces 2% en leur donnant accès à de la nourriture ou est-ce qu'on va juste se contenter de cette prévision? Les voitures sans conducteur seront le standard et les drones volants automatisés transporteront les humains. Ben ça, c'est toujours le rêve. Je ne sais pas si vous avez regardé les prévisionnistes dans les années 30, 40, ils nous voyaient déjà des hommes volants. On est en 2016 et on vole toujours, part dans les films de science-fiction. Donc la plupart des acteurs de cinéma seront sans emploi en raison de la concurrence des acteurs numériques à bas prix. Ça, c'est pas mal. Si on peut économiser quelques sous pour donner peut-être un peu de nourriture aux 2% qui sont plus hauts, ce serait pas mal. Et puis avec la généralisation des MOOC au niveau mondial, 75% des universités seront fermées. Ça, je ne sais pas si c'est une prédiction, si c'est bien ou pas. Je ne porte aucun jugement, mais il paraît que c'est vrai. Que les universités, de toute façon, la population mondiale augmentera, les universités auront l'incapacité de recevoir tout le monde, vu la densification dans les villes, et avec l'augmentation des transports, des problématiques de transport, les personnes feront des cours de chez elles, en suivant les MOOC. Un grand nombre de personnes seront en couple avec des robots. Bon, je le souhaite à personne, mais chacun son choix, mais c'est une prévision aussi. C'est une prévision très très sérieuse, celle-là, en plus. Parce qu'il paraît que de plus en plus, dans les sociétés occidentales, les gens vivent seuls. Au lieu de prendre un petit chien, on va prendre un robot. Et puis le smartphone sera démodé où seulement quelques personnes de plus de 70 ans continueront à l'utiliser. Celle-là, elle m'a fait rire parce qu'en fait, je me voyais plus tard de 70 ans, je vais utiliser mon smartphone parce que je serais content de montrer à mes enfants qui me diront « Mais papa, tu es complètement has-been, quoi. » Ça sert à rien. Et puis des objets personnels connectés médicaux pourront faire un diagnostic complet en moins de 5 minutes. Ça, c'est une vraie avancée. Quand on pourra, grâce à nos montres connectées, avoir un diagnostic complet de nos pathologies. Avoir un diagnostic si on a de la fièvre, si cette fièvre-là est grave ou pas, qu'est-ce qu'on peut prendre comme médication, et ainsi de suite. Mais comme vous le voyez, la prédiction, ce n'est pas la boule de cristal. Donc on ne regarde pas, ce n'est pas la Madame Irma. Et puis beaucoup de spécialistes en statistiques soulignent l'incapacité de la plupart des experts à anticiper ou à prédire les grands événements que connaît le monde. Donc après qu'on dit « ouais, on s'est trompé », c'est pas grave. On a fait des prédictions, mais on s'est trompé, mais c'est pas grave. Notamment, par exemple, la grippe H1N1. Ça a eu beaucoup de conséquences dans beaucoup de pays, même au Maroc. Je me rappelle, j'étais venu en vacances, à l'aéroport, il y avait des fils spécialisés, il y avait des détecteurs de fièvre, et qui finalement a provoqué moins de morts qu'une épidémie de grippe banale. La crise financière de ces dernières années. Je ne vais pas jeter la pierre aux analystes financiers, mais quand même, il y avait plein d'experts sur tous les plateaux qui nous expliquaient que cette crise-là, elle était hyper grave. Et puis plus tard, ils sont venus un an après pour nous dire que ça y est, elle était passée, mais qu'il fallait s'attendre à une nouvelle crise. On ne sait pas quand et qui sera encore pire. Donc on ne sait plus. Et puis surtout la migration des réfugiés syriens, par exemple. Personne n'avait pu prédire que la guerre actuelle allait qu'elle allait avoir des conséquences sur les mouvements de population à travers le monde. Mais heureusement, certains faits font de bonnes prédictions. Certains faits, quand ils sont avérés, font de bonnes prédictions. Tous les informaticiens, tout le monde connaît la loi de Moore. La loi de Moore qui disait, qui était une prédiction de, pas Michael Moore, l'autre, Monsieur Moore, qui disait que tous les 2 ans, la puissance de calcul et les capacités
de traitement des processeurs allait doubler. Et ça a fonctionné. Sauf que Michael Moore, enfin non, pas Michael, oui, Michael Moore lui aussi, il était cofondateur de Intel. Donc, et toute la stratégie qui a été développée par Intel ensuite a été faite pour conforter cette évolution des processeurs. Tous les 2 ans, on se voyait proposer un nouveau processeur qui allait encore plus vite et qu'il fallait acheter la nouvelle version du logiciel qui était compatible qu'avec cette version-là, mais qui n'était plus compatible avec 2 versions précédentes. En fait, toute une industrie s'est montée autour de tout ça, ce qui a donné raison finalement à la prédiction. C'était une prédiction ou est-ce que c'était une stratégie commerciale d'annoncer comme ça de fait qu'on allait augmenter les données? La deuxième prédiction le deuxième fait qui fait de bonnes prédictions, c'est la collecte massive des données. Donc, dès le début, on nous a dit, oui, collecte massive des données, ça va créer des brèches dans la protection de la donnée personnelle. Et aujourd'hui, c'est vrai, mais il n'y a pas encore de solution. Mais c'est une prédiction. On le savait depuis longtemps, tous ceux qui travaillent dans la sécurité informatique avaient ce type de prévision. On leur disait, attention, les données personnelles, la sécurité informatique, mais personne ne faisait attention, ne prenait les dimensions de ces vraies prédictions pour définir des solutions ou concevoir des solutions qui allaient à l'encontre justement de ces prédictions. Parce que la fuite des informations, c'est peut-être une prédiction, mais c'est quand même dangereux parce qu'il s'agit de nos données. La troisième, c'est certains faits, donc l'environnement multi-device. Donc aujourd'hui, près de 75% des données mondiales sont produites et générées par des smartphones, des tablettes et des objets connectés. Donc on est tous en multi-device, on a tous des multi-devices, et c'était effectivement une prédiction qui avait été faite dès le début du phénomène Big Data. Tous ceux qui travaillent dans le monde du Big Data, on disait oui, le Big Data a été généré parce que nous sommes devenus des producteurs de données, et grâce au smartphone, on a une capacité à produire des données très très rapidement. Et ça, si on regarde un peu cette courbe, on s'aperçoit effectivement que dès l'apparition du smartphone, je vais prendre un petit pointeur, dès l'apparition du smartphone et du laser à ce moment-là, du smartphone et des tablettes à ce moment-là, c'est-à-dire vers les années 2006, il y a eu une augmentation exponentielle de la donnée produite au niveau mondial. Mais je vais vous faire une confidence, c'est qu'il y a une autre prédiction, c'est qui dit que depuis 2006, ces quantités doublent tous les 2 ans. Donc aujourd'hui, on est à près de 8 trillions de gigas, c'est-à-dire 8 exabytes de données créées. Trillion, c'est 1 milliard de milliards. Et que ces données-là vont doubler. Ça nous pose question aujourd'hui sur le système prédictif. Est-ce qu'on va continuer à le croire ou pas? Et qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces données qu'on va créer? Est-ce qu'on va juste les utiliser, on va les jeter, ou on va les stocker? Si on les stocke, on aura de sérieux problèmes. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, 1 minute d'Internet aujourd'hui, on rappelle. Merci Intel qui m'a produit ce document. Je fais un peu de pub. Non, c'est affiché dessus. Je cite mes références. C'est la moindre des choses que je leur dois. Donc en 1 minute, si vous êtes YouTuber, vous avez remarqué qu'en 1 minute, vous avez probablement 100 heures de vidéos uploadées sur YouTube, l'équivalent de 100 heures. Et que 140 000 heures de vidéos ont été regardées, juste pendant 1 minute sur Internet. Donc si vous êtes Facebooker, vous remarquez que 7 millions de messages ont été envoyés directement sur Facebook, en 1 minute. Donc ceci fait que certaines entreprises commencent à s'intéresser à nous. En tant que producteurs de données, puisque nous produisons de la donnée, on ne va pas la produire gratuitement, déjà. Donc elle commence à intéresser certaines entreprises. La première d'entre elles, c'est Google. Google a créé tout un écosystème qui lui permet de connaître avec une précision redoutable chacune de nos actions, chacun de nos comportements. Et ils peuvent, bien évidemment, commencer à prédire ou à prévoir nos futurs comportements. Et c'est ça qui commence à être intéressant à regarder. Une autre entreprise qui utilise aussi beaucoup la collecte de données, Facebook. Facebook est un réseau social d'apparence inoffensif, parce qu'il permet l'interconnexion
avec nos amis, avec nos familles, partager des choses ensemble, a pour seul objectif de vous adresser de la publicité ciblée. C'est son business model. Donc Facebook, dès qu'on se connecte sur Facebook, on utilise Facebook. Même quand on sort de Facebook, Facebook continue à nous suivre. C'est-à-dire qu'il y a des trackers sur les navigateurs web qui sont des trackers de Facebook, qui continuent à vous suivre et ils vont suivre quand vous allez sur Amazon, quand vous allez sur YouTube, et ils savent exactement ce que vous avez regardé. Et quand vous revenez sur Facebook, ils vous proposent la publicité des éléments que vous avez regardés avant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle... et puis en plus, Facebook commence à prédire aussi les futurs comportements. Facebook s'oriente aujourd'hui vers l'achat impulsif. C'est-à-dire que vous likez une paire de chaussures, parce que votre ami a pris en photo sa paire de chaussures et l'a publiée sur Facebook, vous la likez, automatiquement, il vous envoie la publicité pour acheter la même. Et aux États-Unis, il y a une expérimentation à Palo Alto, où tous ceux qui sont sur la zone de San Francisco peuvent acheter dans certains magasins directement en cliquant sur un bouton Buy qui est dans Facebook. Et ils se font livrer directement par Uber. Non, pas par Uber. Donc les entreprises s'intéressent à nous. Elles s'intéressent à nos opinions, à nos passions, à nos coordonnées, à nos avatars. Même les avatars ont une importance pour eux, parce que ça donne une indication sur notre personnalité, nos professions, nos réputations, nos expressions, notre audience, nos certificats. Qui peut certifier de mon identité? Parce que là, c'est du ciblage. Une fois qu'une entreprise sait quelles sont les personnes qui peuvent certifier de l'identité des individus, c'est-à-dire, moi, je peux certifier que ce profil-là, c'est mon frère. Parce que c'est mon frère, parce que je communique avec lui et que je dis des mots dans les phrases qui indiquent que c'est une relation filiale. Donc c'est mon frère. Donc ils savent que c'est mon frère. Donc automatiquement, Facebook, dans son profiling, indique que nous sommes frères et que nous sommes potentiellement membres de la même famille. Donc les publications, les achats. Donc ce que j'achète, quand et où. Et toutes ces sociétés sont aujourd'hui regroupées au sein du GAFA. Ce qu'on appelle le GAFA, le Google, Amazon, Facebook et Apple. Donc et si vous remarquez aujourd'hui leur business model, le GAFA est dans tous les secteurs. Les secteurs des télécoms, la santé, le retail, l'énergie, les médias, la finance et le déplacement. Donc à chaque fois, ils ont essayé de se placer ou en développant une technologie ou en rachetant une entreprise qui avait développé cette technologie pour eux. Si on regarde par exemple, si vous regardez dans l'énergie, Google a racheté la société Nest. Nest, elle produit juste des détecteurs de fumée à l'origine. C'était des détecteurs de fumée qu'on collait au plafond. Et ces détecteurs de fumée sont devenus intelligents et connectés au smartphone. Et puis, ils ont commencé à récupérer d'autres informations, notamment la qualité de l'air, la température, certains indicateurs environnementaux au sein même de la pièce, par exemple le niveau de pollen et ainsi de suite. Et toutes ces informations-là, aujourd'hui, sont collectées au sein des foyers. Et Google, pour compléter sa connaissance de nous, et dans notre environnement dans lequel on vit, il s'est dit, tiens, je vais racheter Nest parce que ça me permet de compléter ma connaissance sur mes futurs clients, pour mieux les cibler ensuite. Donc le GAFA est une chose, et puis après, on a vu apparaître dernièrement le NATU. Voilà, Netflix, Airbnb, Tesla et Uber. Des petits derniers. Ils ne pèsent pas encore aussi lourd que le GAFA, mais quand même, c'est en milliards de dollars, leur valorisation. Netflix, Tesla, ce qui sont des entreprises cotées en bourse, mais Airbnb et Uber sont encore des startups. Donc moi j'aimerais bien, startup, 24 milliards de dollars, bonjour. Donc ça c'est quand même... Est-ce qu'on va assister à un choc des titans? Parce que le NATO, en fait, vient titiller le GAFA là où il n'a pas réussi. Le GAFA est déjà démodé aujourd'hui en termes de services. Leur business model est en train de s'infléchir petit à petit, ils sont en train de se chercher parce que sont apparues de nouvelles plateformes qui ne sont pas, comme le dit Henri Verdier, qui est le CDO de l'État français, qui est le responsable de la donnée au niveau du gouvernement. Il dit que nous n'avons plus affaire à des jeunes gens qui bricolent dans leur garage, mais à des capitaines d'industrie calculant plusieurs coups à l'avance sur le grand échiquier de l'économie mondiale. Calculant plusieurs coups à l'avance, si ce n'est pas de la prédiction, ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes d'activité, quand on crée un business, ces entreprises-là peuvent calculer sur plusieurs années,
faire des prévisions sur les services qu'ils vont déployer. Donc, à l'image de Tesla, j'ai visité leurs locaux en janvier dernier, lors du CES. J'étais au CES, après je suis allé à San Francisco. J'ai signé un document. Je vous en supplie, ne publiez pas cette page-là, je risque de la prison. Parce que j'ai signé que j'allais publier aucune information sur eux, sauf les photos que j'ai été autorisé à prendre, celles-là en fait partie. Mais parce que quand on rentre chez eux, en fait, on signe plein de documents. Donc, cette photo-là est très, très représentative, à part la photo de la voiture open source qui est là, parce que leur voiture est open source. Tout le monde peut prendre les modèles sur Internet et fabriquer une voiture électrique qui utilise la même technologie que Tesla. C'est à la portée de tout le monde. Donc, à Bordeaux, on a créé une voiture qui s'appelle Ampoule, P-O-O-L, qui utilise la même technologie de Tesla. On s'est appuyé sur... C'est une voiture open source et imprimée en 3D. Donc... Et l'idée, c'est, je me suis dit, tiens, pourquoi ce graphique à l'entrée de Tesla? Et quand je me suis penché, j'ai vu qu'ici, en fait, tous les points rouges sont les stations de charge, de recharge. Toutes les stations de recharge. Mais en fait, ça ne m'a pas impressionné. Je dis, oui, d'accord, c'est de la géolocalisation de stations de charge. Mais ce qui m'a impressionné, c'est ce chiffre-là, qui est 303 milliards de kilomètres parcourus. Et c'est du temps réel. Ça veut dire qu'ils sont en train de récupérer le déplacement de toutes les voitures Tesla dans le monde. Bien évidemment, ils donnent un chiffre qui est 13 milliards de 700 000 gallons de gasoil économisés. Ça, c'est pour le côté écologique. C'est bien, c'est pour la bonne conscience. Mais quand on regarde de très très près le business model, on se dit, tiens, Tesla est en train de fabriquer quelque chose de nouveau. Un business model, vous achetez une voiture, la recharge est gratuite, parce qu'elle est comprise dans le prix. Vous arrêtez dans n'importe quelle station de charge Tesla, vous la branchez, elle se recharge. Mais en la chargeant, vous leur donnez beaucoup d'informations en même temps. C'est-à-dire qu'en la chargeant, ils récupèrent déjà toutes les informations, comme si vous emmenez votre voiture au garage pour faire le diagnostic. Donc plein d'informations sur le kilométrage, sur la position géographique, et puis entre deux points de charge, ils savent exactement où est-ce que vous êtes déplacé. Donc ça, et comment ces entreprises sont arrivées là? Alors on a deux solutions. C'est on s'installe dans un fauteuil, on regarde des films et on regarde tout ça passer. Mais nous, on a décidé de faire autrement. Donc on va revenir sur un peu de futur, un peu le passé, pour essayer d'asseoir un peu nos affirmations. Les origines, les oubliés de l'histoire du Big Data, al-Khawarizmi, algèbre, algorithme, viennent de ces études-là. Donc le mot algorithme vient du mot al-Khawarizmi, enfin du nom d'al-Khawarizmi, et c'est la première personne qui a élaboré des algorithmes. On parle à quoi rêvent les algorithmes. Je pense qu'il faut honorer ces personnes-là. La deuxième personne à qui je veux faire honneur, c'est Madame Ada Lovelace. Ada Lovelace, la première programmeuse au monde. C'est une dame, c'est elle qui a eu l'idée de coucher un programme informatique sur du papier, en se basant bien évidemment sur les algorithmes du premier, entre autres. Et puis le dernier, c'est M. Alan Turing. M. Alan Turing, pourquoi je le mentionne souvent dans mes présentations Big Data? Parce que j'étais fatigué d'entendre que le Big Data, c'est du buzz médiatique ou de buzz marketing, et que tout cela, ça ne sert à rien. M. Alan Turing a été, par exemple, à l'origine de l'ordinateur. Qu'est-ce qu'un ordinateur? C'est tout simplement une machine qui calcule plus vite que l'homme. Quand on parle d'intelligence artificielle, il n'y a aucune intelligence dans la machine. C'est juste une capacité de calcul beaucoup plus importante, avec des algorithmes très très complexes. C'est une question de calculabilité. Et ça, moi j'insiste là-dessus, et je me dis que si des sociétés ont pu naître comme celle du Natu, il n'y a pas de raison pour que d'autres sociétés ne naissent pas si elles exploitent les mêmes technologies et qu'elles utilisent les mêmes armes. Et il se trouve que ces armes aujourd'hui sont disponibles, et surtout disponibles en open source. Et on va le voir tout de suite. Donc l'informatique, on revient un petit peu à nos moutons, comme on dit. L'informatique, comme toujours, c'est n'importe quel système qui héberge des données doit être capable de répondre à au moins ça. C'est-à-dire une question, c'est une fonction sur la donnée. C'est la règle de base.
C'est un système d'information qui doit répondre à une question simple. Et si on revient un petit peu à nos prédictions, qu'avaient prédit les experts? Ils avaient prédit peut-être que la caméra argentique allait se transformer en caméra numérique. Et puis, point à la ligne. Et ils ont développé des caméras numériques qui ressemblent aux caméras argentiques pour ne pas changer les habitudes des gens, pour comme ça on est toujours avec l'appareil photo, on a toujours les mêmes gestuels, on a toujours le même appareil, aussi lourd, encombrant. Et ça marche très bien, les caméras digitales. Sauf qu'aujourd'hui, 80% des données, des photos qui circulent sur Internet proviennent de smartphones. Aujourd'hui, quand on vous vend un smartphone, on vous vend ses capacités de photographie. Pourquoi? Parce qu'avec un smartphone, on fait beaucoup plus. Parce qu'avec un smartphone, on fait de la photo géolocalisée. Parce qu'avec les photos que nous prenons et que nous envoyons dans le cloud, parce que nos opérateurs nous permettent d'avoir de l'espace de stockage gratuitement, on aide les mécanismes de machine learning et d'analyse prédictive de nos opérateurs pour mieux nous connaître toujours mieux. Ils sauront, par exemple, quand est-ce qu'on voyage, quels sont le type de photos qu'on prend et pourquoi c'est toujours les mêmes. Est-ce qu'on prend toujours des restaurants? Est-ce qu'on prend nos plats quand on va dans les restaurants? Donc on a peut-être une attirance vers la nourriture et les plats. Et après, on va analyser les commentaires, bien évidemment. Donc l'analyse prédictive est considérée comme un type d'exploration de données. C'est un domaine de l'analyse statistique qui extrait l'information à partir des données pour prédire les tendances futures et les motifs de comportement. Et donc l'exactitude et l'utilité des résultats dépendent de deux facteurs, le niveau de l'analyse de données et la qualité des hypothèses. Donc l'analyse prédictive ne prend pas en compte le hasard. Il n'y a pas de hasard. Et le hasard, c'est ce qui fait le charme, c'est ce qui fait de nous des humains. On est tous prédictibles, mais on peut sortir de la règle. Et c'est ça qui affole un peu les algorithmes. Parce que les algorithmes ont des certitudes. C'est de la logique binaire. C'est oui ou non. C'est juste ou faux. Et nous, on fait et qu'est-ce qui se passe si? Et si je faisais comme ça? Donc, ce hasard-là, ils ne peuvent pas le prédire. Donc, application convaincante de l'analyse prédictive, des systèmes d'aide à la décision clinique. Aujourd'hui, tous les travaux en médecine sur l'analyse prédictive, sur l'évolution des maladies, l'évolution des pathologies, donnent des résultats concluants. Parce qu'on peut analyser, par exemple, une grande population avec des états similaires, et on peut, grâce aux décisions qu'on injecte dans les systèmes prédictifs, élaborer des systèmes très complexes de prise de décision. Par exemple, on surveille la température, on surveille sur plusieurs périodes, on surveille d'autres comportements de la personne, et on peut prédire que la personne va s'orienter ou non vers un développement de cette pathologie ou vers sa guérison. Le recouvrement financier aussi. L'analyse prédictive fonctionne assez bien, parce qu'on peut s'appuyer sur des comportements existants et des historiques pour déterminer, par exemple, quelles sont les agences qui ont le plus fort taux de recouvrement par rapport à leurs actions. Donc, dans le domaine financier, ça marche assez bien. La souscription, c'est les abonnements. Dès que vous vous abonnez, dès que vous faites une demande de crédit auprès d'organismes financiers, dès que vous prenez un contrat d'assurance, les souscripteurs, ils viennent, les agences peuvent activer des modèles d'analyse prédictive qui vont analyser votre personnalité pour vous accorder ou le meilleur prêt, le meilleur taux, ou surtout vous accorder peut-être la meilleure prime aussi en assurance. Un autre domaine dans lequel ça s'applique très, très bien aussi, la maintenance prédictive, c'est la maintenance de matériel. Par exemple, l'aviation civile utilise beaucoup, aujourd'hui, chez Airbus, ils utilisent beaucoup la maintenance prédictive, parce qu'avant, par exemple, quand on mettait un avion en maintenance, on allait démonter le moteur pièce par pièce. Et aujourd'hui, ils ne le démontent plus. Parce qu'ils ont des détecteurs, des capteurs, des objets connectés qui récupèrent certaines informations pour faire de l'analyse vibratoire ou de l'analyse acoustique et qui leur permet de savoir si, en appliquant un modèle d'analyse prédictive, cette pièce-là va tomber en panne ou pas. Et donc ça fonctionne assez bien. Ça fonctionne aussi, par exemple, la SNCF l'utilise beaucoup sur les trains pour les roulements des trains, pour savoir si les pièces vont être changées ou pas. Là où le
prédictif fonctionne assez bien aussi. On avait dit, c'est par exemple la prédiction sur tout ce qui est santé. Là, je suis fier de présenter deux solutions sur lesquelles nous avons collaboré avec nos partenaires. Donc une, c'est par exemple, c'est pour détecter les comportements qui amenaient au suicide chez les vétérans. C'est une opération qui est concluante, qui a sauvé des vies. Donc nous, on est en partie contributeur de ce projet. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ce modèle prédictif, après, on peut l'étendre sur d'autres populations à risque. L'adolescence, par exemple, pour aller explorer pourquoi certains adolescents se suicident. Donc le deuxième projet, c'est l'hôpital d'Atlanta. C'est un hôpital spécialisé dans le prénatal, le très grand prématuré. Et là aussi, pareil, grâce au big data, nous avons pu analyser plus de 20 ans la qualité de l'air sur un historique de 20 ans. Et c'est surtout ingérer près de 50 gigabytes de données par les capteurs pour analyser tout l'environnement et le rendre plus viable pour les bébés. Et ça aussi, il y a des taux de réussite. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une nouvelle façon d'aborder la problématique grâce aux techniques d'analyse prédictive. Donc l'analyse prédictive fait partie du vocabulaire du data mining en général. Donc le vocabulaire du data mining, il y a plein de termes, business analytics, machine learning, text mining, sentiment analysis, predictive modeling, opinion mining. Donc tous ces termes-là, en plus du predictive analysis, font partie du vocabulaire du data mining. Et on va refaire un petit saut en arrière, donc la suite du film, Back to the Future. Donc le big data, on va changer d'air. Donc le big data est considéré aujourd'hui comme le renouveau de la statistique et du data mining. C'est-à-dire que pour pas mal de statisticiens, il y a un sentiment de redécouverte de certaines techniques d'analyse. Les statisticiens sont très contents de l'arrivée du big data parce qu'ils peuvent enfin appliquer certains modèles statistiques qui n'étaient pas applicables dans l'informatique traditionnelle et qui a conduit à peut-être ces mauvaises prédictions qu'on a vues auparavant, les mauvaises prédictions. Donc on associe souvent le big data à l'analyse des réseaux sociaux, mais ce n'est pas grave, et que les statistiques peuvent aider à la prédiction, et surtout, il y a un nouveau métier qui apparaît, c'est celui du data scientist. Donc l'Harvard Business Review l'a même qualifié de ce métier le plus sexy du 21e siècle. Et je peux vous assurer qu'en France, il commence à y avoir une pénurie de data scientists. Les data scientists sont chassés. Le groupe L'Oréal, j'ai rencontré le DSI la semaine dernière, il m'a confié très allègrement qu'ils avaient embauché près de 30 data scientists. Je dis à quoi faire? Il me dit juste pour les occuper. Parce qu'on ne veut pas qu'ils aillent chez la concurrence. Parce qu'il y a une pénurie. Donc il y a une spéculation sur les data scientists. Et des salaires, je ne vous raconte pas les salaires. Donc, pour le big data, c'est un phénomène culturel, technologique et scientifique qui repose sur l'interaction de la technologie. Donc on va le voir, ou certains d'entre vous le savent déjà. La technologie permet de recueillir, analyser, lier, comparer des ensembles de données très volumineux. L'analyse qui s'appuie sur l'identification des schémas afin de répondre aux questions. Donc en fait, au lieu de faire des queries, des requêtes simples, on commence à faire des requêtes très très complexes qui intègrent de l'algorithmie et de l'analyse statistique. Et puis la mythologie, une croyance qui est largement répandue que les big data permettent une forme supérieure d'intelligence et de connaissance. Donc je vais continuer quand même. Et je vous invite à réfléchir à cette deuxième phrase de Niels Bohr, qui était un physicien du XVIIIe siècle, du XIXe, pardon, et qui avait eu le prix Nobel, donc qui disait que ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on a inventé l'électricité. Donc à un moment donné, les informaticiens ont dû se poser la question sur l'évolution des systèmes d'information et sur cette technologie. Et tout ceci est résumé sur cet écran. Vous remarquerez que dès 1996, vous avez deux personnes qui s'appellent Sergey Brin et Larry Page, qui sont les cofondateurs de Google, qui commençaient à réfléchir avec l'émergence des sites web, sur un moteur de recherche. Parce qu'il y avait plein de sites web qui commençaient à apparaître, ils se disaient, tiens, on va faire un moteur de recherche. Et ils ont trouvé sur leur chemin un autre monsieur qui s'appelle Doug Cutting, qui lui avait développé un premier algorithme qui s'appelle Lucene, qui est un algorithme d'indexation de pages web. Et ils ont travaillé ensemble dans le cadre d'un projet qui s'appelle Tokyo Cabinet, et ils ont publié des livres blancs
Ensuite, chacun est parti de son côté. Doug Cutting s'est associé avec Mike Caffarella pour travailler sur une architecture hautement distribuée. C'est un nouveau file system qu'on appelle HDFS, tout simplement pour le nom de Hadoop File System, qui est une architecture distribuée et de calcul intensif. Et c'est la même architecture qui a été utilisée par la suite par Google pour supporter les algorithmes de moteurs de recommandation et moteurs de recherche. Parce qu'il leur fallait changer de système d'information et changer d'OS. Les OS existants ne pouvaient plus répondre à leurs exigences, à ces nouvelles exigences, et surtout que les éditeurs de logiciels traditionnels, qui étaient à l'époque des éditeurs d'Unix ou de Microsoft, n'arrivaient pas à suivre cette évolution imposée par l'avancée du web. Il y avait de plus en plus de sites web, il fallait les indexer, il fallait créer des systèmes capables de répondre à des questions simples qui sont « je cherche une information sur le web ». Donc il a fallu créer des nouveaux systèmes. Donc le premier éditeur qui a utilisé l'architecture Big Data pour faire un moteur de recherche, c'est Yahoo. Yahoo était, dans les années 2006-2007, le numéro 1 mondial. Il a été rattrapé depuis par Google, parce que c'est l'année de lancement de Google officiel, 2006-2007. En fait, 2006-2007, c'est l'année de lancement du smartphone, en fait, de l'iPhone aussi. Et on remarque ici qu'avec l'arrivée de l'iPhone, la courbe est devenue exponentielle en termes de création de données. Et ensuite, il y a plein de solutions qui sont apparues, notamment des solutions qu'on peut retrouver par la suite, qui s'appellent Cassandra, MongoDB, Elasticsearch. Dans le monde du Big Data, il y a beaucoup de solutions, et elles sont, pour la plupart, dans l'écosystème de Hadoop. Donc Hadoop, on va le voir comme une architecture, comme une nouvelle architecture de stockage, de traitement, d'analyse et de restitution de données. Et puis comme c'est de l'open source, plusieurs acteurs se sont intéressés à cette architecture-là et ont essayé de l'intégrer dans leur offre. Aujourd'hui, vous n'avez pas un seul éditeur de logiciels qui n'a pas une solution Big Data. Oracle, SAP, EMC, IBM. Mais vous avez deux players importants, un qui s'appelle Hortonworks et le deuxième s'appelle Cloudera. Ce sont les seuls qui produisent ce qu'on appelle des distributions open source. Un jour, quand j'ai rencontré M. Doug Cutting, je lui ai posé la question, mais pourquoi ces téléphones jaunes avec le Big Data? Parce que le Big Data est associé toujours à ces téléphones jaunes. Si vous regardez dans la communauté open source, c'est celui-ci que vous retrouverez. Il m'a dit tout simplement parce que quand j'ai commencé à coder Hadoop, waouh, impressionnant quand même, c'est le monsieur qui a codé, il disait, mon fils avait à peu près 1 an et demi, et puis il avait son doudou, ce petit éléphant jaune, et il criait dans la maison « Hadoop, Hadoop, Hadoop ». Et du coup, j'ai trouvé que c'était un joli nom pour faire un projet, pour donner un projet. C'est comme ça que j'ai donné mon nom à ce projet, qui est devenu mondialement connu. Et donc, Doug Cutting a dit quand j'ai commencé à coder Hadoop, parce que Hadoop n'a que 10 ans. Donc, première version installable par n'importe quelle entreprise, qu'on appelle une distribution, qui est sortie de la fondation Apache, une fondation open source, est sortie en 2006. Et on est en 2016. Et aujourd'hui, vous n'avez pas une seule industrie qui n'utilise pas la technologie Hadoop. Pas une seule de celles que j'ai citées, en tout cas, précédemment. Aujourd'hui, Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo, Page Jaune, Tesla, Uber, toutes Airbnb, tous utilisent une architecture Hadoop. Et on se dit, c'est quand même des mastodontes, ils utilisent ça. En fait, ils sont devenus mastodontes parce qu'ils utilisent ça, parce que c'est open source à l'origine. Donc le coût d'entrée est au plus bas. Il n'y a pas de coût d'acquisition de logiciels. Par contre, il y a un coût d'acquisition du savoir. Et ce coût d'acquisition du savoir, on va le voir. Donc pourquoi utiliser Hadoop? Parce qu'aujourd'hui, c'est le moins coûteux, le plus rapide et le meilleur à ce jour. Donc pour l'instant, c'est le meilleur. Mais vous remarquez qu'il y a un écosystème autour de Hadoop, il y a plein de sujets, et ça rend les choses plus compliquées. Donc moi, je vous invite, si vous devez créer une plateforme, la plateforme Hadoop, c'est exactement ça. On a dit qu'il y avait un file system, et qu'il y avait ce qu'on appelle la online NoSQL, l'architecture NoSQL, pour stocker les données. Donc, votre distribution doit vous permettre d'avoir un stockage illimité. C'est-à-dire, la seule limite, c'est votre capacité d'investissement en matériel de base, des ordinateurs basiques. Vous n'avez pas besoin de supercalculateurs.
l'architecture Hadoop fonctionne avec n'importe quel serveur à partir du moment où on a un processeur à 64 bits. Structure de traitement pour tout type de données en mode natif, c'est-à-dire qu'elle est capable d'ingérer tout le type de données. Nouveau système de fichiers, c'est un système qui s'appelle HDFS, et nouveau modèle de données. Donc, les architectures, la distribution que vous utilisez, soyez attentifs à ce qu'elles vous permettent d'avoir des modèles d'analytique SQL qui vous permettent donc de vous appuyer sur vos compétences et des investissements existants pour interagir avec vos applicatifs. Parce qu'aujourd'hui, si vous utilisez par exemple du Power BI ou n'importe quelle autre solution, du SaaS ou n'importe quelle autre solution, il faut pouvoir continuer à fonctionner avec et bénéficier des avantages de l'architecture Hadoop. L'architecture Hadoop est beaucoup plus performante en termes de traitement massif de données, mais il faut continuer à utiliser le temps de transition, le temps de réécriture de certains modules. Vous disposerez d'un search engine, ça c'est la nouveauté, parce que les architectures de traitement de données aujourd'hui, relationnelles, ne disposent pas de moteur de recherche. Alors qu'une architecture basique de Big Data a son propre moteur de recherche, qui est celui de Google. C'est-à-dire que vous pouvez interroger, en installant vos données sur ce type d'archi, vous pouvez tout de suite commencer à interroger pour les retrouver, comme avec les mêmes méthodes que Google. Du machine learning, alors dans le machine learning, c'est tout un ensemble de librairies qui vous permettent d'interagir avec du mode programmatique, c'est-à-dire interagir avec des modules d'analyse prédictive, de data mining, et ainsi de suite, et du stream processing. Soyez aussi attentifs à ce qu'il y ait aussi de la partie sécurisée, c'est-à-dire que vos données soient correctement enregistrées, que vous ayez des capacités de chiffrement et surtout des possibilités de gestion des droits d'accès sur les données. Donc le Big Data en 2006, c'était juste le HDFS et le MapReduce, et ensuite il y a beaucoup de projets qui se sont collés dessus, et aujourd'hui c'est pas loin d'une trentaine de projets qui permettent à une architecture Hadoop de communiquer et de s'intégrer directement dans votre SI. Donc ici, la liste de quelques distributions disponibles sur le marché, mais soyez vigilants pour qu'elles soient open source et open standard, parce que c'est ce qui va vous garantir la durabilité de votre architecture, puis surtout la portabilité. Vous changez d'opérateur, par exemple, et puis surtout la compatibilité avec l'écosystème. Une architecture Big Data s'intègre directement dans votre SI. Donc vous le voyez ici, quel que soit votre SI, elle s'intègre directement au niveau du data system. L'architecture Big Data vous permet aussi de créer de nouvelles types d'applications qu'on appelle les Data-Driven Applications. C'est ce qu'on appelle les applications de pilotage par la donnée. Elles sont regroupées au sein de plusieurs ensembles. Le plus connu sont les moteurs de recommandation. N'importe quelle société qui développe un service de Big Data doit pouvoir développer un moteur de recommandation pour recommander des nouvelles offres à leurs clients, pour recommander de nouveaux mécanismes de recherche, recommander des pistes de réflexion pour les chercheurs, par exemple, aussi, quand on fait de la recherche fondamentale. Il y a la modélisation des risques, les détections de fraude, les réseaux de surveillance, surveillance sur les réseaux d'énergie, par exemple, l'analyse 360 degrés, et puis surtout le gros bloc qui s'appelle le Data Analytics. Et le Data Analytics, c'est tous les outils d'analyse de la donnée. Et pour que les analyses de la donnée soient efficaces, il faut qu'on apprenne à écouter la donnée, à écouter ce qu'elle nous dit. L'avantage d'un système Big Data, c'est qu'il nous oblige à avoir une approche agnostique. On ne sait pas par principe ce qu'on va analyser. On va regarder les silos de données, et grâce aux mathématiciens, aux statisticiens, on va pouvoir déterminer des modèles d'analyse à partir de ces silos de données. Donc on a dit que le data science ou le big data permet de réveiller des approches de modélisation qui ont été inventées il y a 5, 10 ou 20 ans ou plus. Par exemple, les modèles auto-apprenants, le machine learning, c'était il y a une dizaine d'années. Les modèles de corrélation statistique, c'était à la fin du 19e siècle. Les premiers travaux sur les réseaux neuronaux ou l'intelligence artificielle remontent aux années 50. Et en fait, le big data, il permet juste de redonner un nouveau souffle à tout ça, et surtout, leur permet de se réaliser. Ce qu'on ne pouvait pas faire avec des systèmes d'informatique traditionnels, on peut le faire aujourd'hui avec des architectures distribuées qui sont regroupées au sein de l'écosystème du big data.
Mais quand on travaille sur la corrélation statistique, moi je vous invite quand même à faire quelques petits... faire un peu attention à ne pas corréler tout et n'importe quoi. Par exemple, là, si on corrèle deux courbes, l'utilisation d'Internet Explorer, enfin, et puis les meurtres aux États-Unis, ben, comme les deux baissent, on peut en conclure que c'est parce qu'il n'y a plus d'Internet Explorer qu'on a résolu le crime aux États-Unis. Non, celle qui me fait le plus rire, c'est celle-là quand même. C'est l'apparition de Nicolas Cage dans les films avec les noyades dans les piscines. Donc, mais si on suit ces courbes-là, on peut être tenté de faire certaines prédictions. Par exemple, si vous construisez plus de piscines, ben Nicolas Cage sera encore plus populaire. Mais bon, s'il n'est pas éjecté par une animation 3D, hein, donc, comme on a vu dans les prédictions des années 2030. Non, moi, je vais vous faire une autre prédiction. C'est la plus sérieuse. C'est IDC. IDC, il dit qu'en 2017, enfin, c'est-à-dire d'ici un an, on produira 16 zettabytes. On était à 8 tout à l'heure. Vous avez vu, hein? On est à 16. Et que cette production de données va dépasser nos capacités de stockage mondiales. Alors vous imaginez, on va produire des données, mais on ne saura pas où les stocker. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de data centers. On a créé des systèmes qui produisent de la valeur, donc il va falloir apprendre à pré-trier ou à trier l'information avant même de la stocker. Et c'est là que le predictive analysis devient hyper important dans les entreprises. Parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir modéliser certains éléments et faire des prévisions sur l'utilité ou non de certaines données. Qu'est-ce qu'on va jeter? Et quand on va les jeter pour de bon. Ce n'est pas de l'archivage, c'est vraiment jeter, parce qu'on n'a pas, de toute façon, on n'a pas où les stocker. Donc, les outils du data mining, je vais vous livrer quelques pistes de réflexion. Open source, bien sûr. Il y a les modèles commerciaux, vous les trouverez, hein. Ça s'appelle SAS, ça s'appelle IBM, ça s'appelle Microsoft. Ils sont des modèles d'analyse prédictive, mais moi, je suis focalisé sur l'open source. J'aime l'open source, parce qu'il permet plus de liberté et laisse un petit peu plus d'argent à la créativité et à la formation des personnes sur les projets. Donc, RapidMiner, vous regardez, Predictive Analytics Software. Donc, R, le langage R, c'est le langage favori de tous les statisticiens. Ils programment tous avec du R parce qu'il leur permet de créer des modèles, des mécanismes de modélisation très simples. Ils passent de l'algorithme mathématique au programme informatique de façon très très simple grâce à R. CNIMI, ou NIMI, qui est aussi un logiciel de modélisation très complexe qui va du data access jusqu'à la data exploitation, et avec toutes les étapes. Et c'est de l'open source. Donc vous avez 50 outils de data mining qui vous aideront à élaborer des modèles prédictifs disponibles sur cette adresse. Je pense que la présentation sera mise sur le site. Comme ça, vous pourrez récupérer les liens. Donc, vous aurez à choisir le bon outil pour être accompagné aussi pour le choix des bons outils qui vont être adaptés à votre business, à votre métier. Donc, tous les outils ne servent pas à toutes les solutions. Donc, les compétences, autant moi je suis capable de comprendre les modèles prédictifs, les modèles descriptifs, les modèles de décision, parce que bon, j'ai un peu de background en informatique, donc j'ai compris, j'ai appris. Autant je suis une bille, comme on dit, hein, vraiment nulle en modèle de régression linéaire simple. Enfin, je ne comprends même pas les mots que je lis. Donc, parce que tout ça, ça reste du domaine du statisticien. Parce que le statisticien, il fonctionne avec des choses comme ça, hein, le mathématicien. Et c'est plus du domaine de l'informatique. C'est du domaine de la statistique et des mathématiques. Donc, si on pense analyse prédictive, si on pense big data, il va falloir commencer à composer avec des scientifiques. Chouette. On va les sortir de leur labo de recherche et développement pour les intégrer dans les entreprises. Ils seront plus efficaces. Et surtout au Maroc, on a de super écoles de mathématiques et de sciences. Donc, j'ai beaucoup de consultants marocains en France. Vraiment bien. Le dernier est parti faire le modèle d'analyse de risque et détection de fraude de Bank of Colombia, Medellín. Donc il ne sortait pas le soir, hein, je l'ai déjà raconté, mais il a passé 5 semaines là-bas sans sortir le soir. Enfin, il ne pouvait pas sortir à partir de 18h parce que c'est très dangereux. Il est revenu, il m'a dit plus jamais la Colombie. Je vais aller bien au Maroc, ou ce que tu veux, mais voilà. Donc pour réaliser les projets en utilisant les technologies du Big Data, retenez 3 mots. Le CDO,
le data scientist et le data analyst, qui ont plusieurs fonctionnalités. Le CDO, c'est le responsable de la donnée. C'est l'équivalent aujourd'hui, le CDO aujourd'hui est l'équivalent d'un DSI. Donc, parce qu'il travaille au niveau de la donnée, il est garant donc, de cette qualité, de la valeur, de la fiabilité, de la cohérence et de la gouvernance de la donnée d'entreprise. C'est le Chief Data Officer. C'est le patron de la donnée. Il y a de nouveaux métiers qui se créent. Le data scientist, ça va être le mouton à quatre pattes. Celui qui va développer R, celui qui va aussi comprendre l'informatique et qui va piloter les équipes informatiques pour implémenter les algorithmes sur les logiciels. Donc il va créer le lien. Et puis le data analyst, les data analysts, en fait, c'est tout le monde, normalement. Si on fait évoluer tous les métiers, tout le monde va devenir un data analyst parce qu'on aura tous de la donnée à traiter. Et donc on va devoir apprendre à prendre des décisions grâce aux données. Et puis, bien évidemment, les nouveaux métiers, il faut faire évoluer tous les métiers du marketing, de la vente, des architectes, des CM, des web développeurs, des administrateurs réseau, des DBA, vers les nouvelles architectures de big data. Donc il y a forcément un très gros effort à fournir au départ, mais comme on a dit que l'architecture est open source, ça laisse un petit peu de budget pour former les gens. Donc c'est ça qui est intéressant. Et donc là, on capitalise réellement sur la durée, parce qu'une fois que les personnes sont formées, elles produisent de meilleurs résultats. Donc, quelques obstacles à l'adoption du big data partout, c'est le manque de ressources et de compétences qualifiées. Donc, juste quelques chiffres. Aux États-Unis, à horizon 2018, près de 190 000 personnes avec des compétences d'analyse de données, c'est-à-dire d'analyse data, juste des data analystes. Donc, et puis 1,5 million d'analystes avec un savoir-faire minimum pour analyser les données. Donc, ce qui nous laisse de très très belles opportunités professionnelles à tous. Donc, j'arrive à la fin de ma présentation. J'étais un peu long. J'espère que ceci va nous ouvrir de nouvelles voies. Et puis, j'aime bien cette représentation qui remet au goût du jour certains scientifiques oubliés. Moi, je suis un homme de la science, j'aime la science. Je me suis toujours intéressé à ça et je regrettais qu'on n'ait pas eu l'occasion de mettre en pratique certaines théories, certains théorèmes, parce qu'on ne pouvait pas. Et j'espère qu'avec avec le big data, aujourd'hui, on va pouvoir se réaliser. Juste un petit conseil. Ne croyez pas tous les prédicateurs ou tous ceux qui pensent vous apporter des solutions, même à distance. Tous les remèdes ne sont pas faits pour guérir tous les maux. Autant l'industrie du software traditionnel, c'était du prêt-à-porter. On achetait un logiciel et on l'adaptait en fonction de nos besoins. Le big data, c'est de la haute couture. Chaque projet, chaque entreprise requiert beaucoup de précision et de rigueur dans les choix des architectures, dans le choix des modules qu'on va implémenter et dans la qualité de la prestation de service. Donc ça, c'est le dernier mot. Et si vous avez des questions, c'est maintenant. Merci. Des open source. Oui. Or, la courbe d'apprentissage, justement, par l'utilisation de l'open source, pose de manière plutôt accrue la problématique des compétences. Mm-hmm. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'en passant par des outils d'éditeurs qui utilisent ces couches basiques, disons, d'open source, mais qui l'encapsulent un peu dans d'autres outils faciles à l'utilisation, peut être aussi quelque chose d'intéressant pour des entreprises comme les nôtres, pour justement favoriser cette courbe d'apprentissage et éviter, disons, des passages à vide en étant face à des open source sans le savoir-faire, parce qu'il s'agit bien d'analyse et de pratique, des techniques d'analyse de données qui nous sort un peu de notre quotidien et de notre savoir-faire algorithmique. Vous avez très très bien résumé la situation. Le monde open source a un très gros avantage et quelques défauts. Le plus gros avantage, c'est un développement par une très large communauté, une adhésion d'une très large communauté pour un développement rapide
de beaucoup de solutions. Le gros défaut, c'est la capacité des entreprises à entreprendre des projets qui vont mettre en place des architectures open source. Heureusement, des entreprises se sont créées pour faire ce qu'on appelle des distributions packagées, avec des services d'accompagnement qui sont de la formation, de la prestation de services qualifiés. Et c'est pour ça que j'insiste, moi, sur la qualification professionnelle. C'est pas tant, quand je dis open source, ça ne veut pas dire apprenez vous-même. C'est pas juste aller sur Internet et apprenez. Ça, c'est la plus grosse erreur que font beaucoup d'entreprises quand ils veulent démarrer dans le big data, parce qu'ils pensent, parce que c'est gratuit, on va prendre 2-3 stagiaires et on va les mettre sur le projet, on va leur dire bâtissez-nous une architecture big data. Mais nous, chez Accelerate, on est dans le big data depuis 2009 et on récupère malheureusement beaucoup de clients qui sont allés beaucoup trop loin dans le « je fais moi-même » et qui sont arrivés au moment de la production réelle et qui voient tout s'effondrer parce que justement ça n'a pas été bâti avec les règles de l'art. Quand je parle de personnalités comme Doug Cutting ou Amra Wadallah, que vous allez rencontrer lors qui est une sommité mondiale sur ces architectures-là, Amra Wadallah était le CTO de Yahoo. C'est lui qui a conçu l'architecture de Yahoo, la première architecture Hadoop. Donc il sait de quoi il parle. Et par exemple, Amra Wadallah et Doug Cutting ont créé une société qui propose des distributions pour accompagner les entreprises. Oui, à l'OSIM, pardon. Oui, à Marrakech. Les assises de l'OSIM, exactement. Merci. Pardon, excuse-moi. Oui, que ça. Grâce à Adil, donc on a pu avoir Amra Wadallah, comme il le disait, donc une sommité dans le monde de Hadoop et du Big Data, et donc on aura l'occasion de le voir. Il sera le keynote speaker lors des assises de l'OSIM le 27 et 28 octobre. Donc, mais vous avez parfaitement raison. De toute façon, l'accompagnement des entreprises doit être une exigence très très forte pour démarrer le projet Big Data. C'est comme tout projet. On ne peut pas juste parce que c'est open source se dire ça vaut pas la peine de former les gens ou ils vont se former eux-mêmes ou c'est une bande de geeks. Malheureusement, c'est ce qu'on entend. Les projets Big Data, ce sont des projets de transformation IT beaucoup trop importants pour qu'on ne leur accorde pas un minimum d'exigence. Il faut qu'on soit hyper exigeant sur la qualification professionnelle des personnes qui vont agir. Je ne vais pas parler ici dans l'audience de nos méthodes d'accompagnement, mais il faut être hyper exigeant sur la qualité des prestataires de services. Et la qualité des prestataires de services, elle est vérifiable. Si par exemple vous avez des ingénieurs, des consultants qui se prévalent de certification Big Data, demandez-leur. Il y a un numéro. Et il y a une communauté open source qui s'appelle la Fondation Apache. Vous pouvez vérifier la véracité de leur certification. C'est simple. Et une personne qui est rentrée dans le module de certification a forcément les capacités à produire un bon projet Big Data. Je ne sais pas si, juste comme complément à ma question, je ne sais pas si vous confirmez, c'est-à-dire pour moi, je pense que tout ce qui relève de l'analyse de données nécessite une connaissance métier très approfondie. Donc au-delà des outils et des technologies et du savoir-faire analytics, c'est-à-dire si on ne le fait pas sur des verticaux métiers déjà pour l'apprentissage, mais également disposer de la connaissance métier pour vraiment faire qu'il y ait de la pertinence dans l'analyse elle-même. Vous avez tout à fait raison, encore une fois, hein, c'est l'analyse de la donnée ne peut pas se faire en dehors de l'entreprise par de la prestation de services, par exemple. On ne peut pas juste mettre des consultants externes et leur dire faites de l'analyse de données dans l'entreprise. Il doit y avoir des passerelles permanentes. Aujourd'hui, par exemple, si vous cherchez un data scientist, vous ne pouvez pas dire je veux chercher n'importe quel data scientist. Vous avez des data scientists qui se sont spécialisés par secteur d'activité. Il y a des data scientists pour les telcos, pour la finance, pour la banque, pour la médecine, pour la santé, parce qu'ils se sont imprégnés du métier. Ils ont adopté le langage et le vocabulaire parce qu'il faut discuter avec les différentes personnes dans l'entreprise. Et le data scientist devient le liant entre l'informatique et les gens du métier. Et pendant très très longtemps, on a confié le traitement de données aux seuls informaticiens. Et on a reporté sur eux tous les défauts de l'informatique. Dès que ça ne marchait pas, c'est la cause de l'informaticien.
Mais pas parce que ça ne marchait pas parce qu'ils étaient incompétents, c'était parce que ce n'était pas leur domaine. Comme j'expliquais tout à l'heure, les statistiques, moi je suis désolé, avec toute la bonne volonté, je serais incapable de vous écrire un modèle prédictif. Bien que je connaisse très très bien les architectures Hadoop et que je peux vous installer un cluster, enfin et que ça fonctionnera, je peux même le dessiner, ça fonctionnera très bien. Mais pour le reste, je ne sais pas. Et par contre, je saurais discuter avec un data scientist qui, lui, saura me traduire le modèle qu'il veut mettre en place, que ce soit de la segmentation pour faire des campagnes marketing, si c'est pour faire de la qualification, pour faire des mécanismes de régression, pour trouver des schémas de développement de produits, par exemple, pour baisser les coûts, par exemple, de production. Et ça, lui, il saura, moi, je ne sais pas, mais par contre, il saura me transmettre les informations nécessaires pour que je le transforme en code applicable sur mon silo de données pour que le résultat, pour que la question à ma réponse puisse produire des résultats probants. Merci beaucoup pour vos questions, madame. Alors, juste une petite précision, encore une fois, un spot publicitaire par rapport aux assises de l'OSIM. Il va y avoir une table ronde assises de l'OSIM qui va traiter justement du rôle de chacun. Le Chief Information Officer, le Chief Data Officer, le Chief Digital Officer, le Data Scientist. Et donc, on invitera aussi un Headhunter et un responsable d'organisation pour nous dire très concrètement qui fait quoi, quel est le périmètre de qui, et donc justement lever justement ce doute aujourd'hui qui existe entre le périmètre de chacun de ces, on va dire, nouvelles fonctions, nouveaux rôles dans l'entreprise. Alors, dans une entreprise, comment vous voyez la démarche? Sous quel angle d'attaque il faudrait, comment dirais-je, conduire un projet autour du Big Data? Il n'y a pas de mode d'emploi, hein, comme je disais. Mais par contre, on a assez d'expérience dans mon entreprise. Je vais donner plutôt ce qu'on vit, nous, auprès de nos clients et comment nous opérons. Après, le reste, chaque entreprise pilote ses projets comme elle l'entend, comme elle pense le conduire. Nous commençons par exemple nos projets Big Data avec ce qu'on appelle de la formation, qui n'est pas réellement une formation, mais qui est plutôt un transfert de compétences ou un transfert de connaissances sur les sujets du Big Data à différents niveaux. Au niveau de l'IT, du technique, et au niveau des métiers que l'on pense être concernés par cette implémentation de la première structure Big Data. Si par exemple le biais vient par la BI, par la Business Intelligence, on va travailler avec les responsables BI, avec ceux qui pensent Business Intelligence. Si ça vient du marketing, on va travailler avec les personnes du marketing et on va les inclure dans des groupes de travail. Mais ce ne sont pas des missions hyper longues, c'est des missions d'une journée, une demi-journée, 3 jours maximum. L'idée, c'est que lors de ces 3 journées, qu'on puisse avoir un langage commun et un niveau de connaissance commun sur la thématique du Big Data. Ça nous permet déjà de dire, est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? Parce qu'il y a des cas où on n'a pas besoin de Big Data. Il y a peut-être une volonté d'y aller parce qu'on dit, oui, c'est super, on a entendu ça, et puis tous les concurrents y sont. Mais des fois, on a un système opérationnel qui est très bien et qui fonctionne très très bien et qui ne requiert pas de réflexion sur le Big Data. Mais au cas où il faut faire ce qu'on appelle une transition vers le Big Data, on va chercher lors de ces discussions, brainstorming, quels sont les points bloquants. Les points bloquants, ils peuvent être identifiés sous 3 volets. Le premier, c'est la volumétrie de données. Est-ce qu'on est dans un cas où l'entreprise a beaucoup de données et qu'elle archive beaucoup? Parce que le fait d'archiver, c'est on sort des données du spectre de l'analytique. C'est-à-dire qu'il n'est plus analysable ou il n'est plus analysé. Donc, si on veut faire du prédictif, si on veut faire du data mining, tout ça, ça ne sert à rien. Donc, il faut réfléchir à la question du restauration, ce qu'on appelle restauration de l'archive en active archive, c'est-à-dire le mettre dans le silo de traitement de données. Donc là, on est dans un premier cas de Big Data. Le deuxième cas, c'est la vitesse de production de la donnée. Est-ce qu'on produit plus de données qu'on est capable de traiter? C'est-à-dire je ne sais pas, vous avez des objets connectés, par exemple, un réseau de surveillance de l'énergie, vous produisez beaucoup de données et vous n'êtes pas capable de les traiter en temps réel. Vous traitez des flux financiers, vous pouvez avoir un système d'information qui ne vous permet pas de traiter les données en temps réel. Donc ça, c'est un autre cas du Big Data. Donc c'est ce qu'on appelle la vitesse de production de la donnée. Et le troisième cas, c'est parce que vous avez une nouvelle forme de données
que vous voulez bien traiter, mais que votre système d'information ne vous le permet pas. Par exemple, vous avez un système d'information de base de données relationnelles. Les bases de données relationnelles ne peuvent pas traiter les messages des réseaux sociaux, par exemple, pour les inclure dans des systèmes d'analyse. On peut toujours faire du Twitter et du Facebook, mais si vous avez une stratégie digitale qui va s'appuyer sur les réseaux sociaux, par exemple, vous ne pouvez pas les inclure dans vos systèmes d'analyse. Donc là, on est dans un autre cas du big data, c'est ce qu'on appelle la variété de données. Et on est présent des 3 V, volume, vitesse et variété. Quand on est dans un de ces cas-là, on va identifier le point bloquant, et c'est sur ce point bloquant qu'on va travailler avec l'entreprise pour monter ce qu'on appelle un proof of concept. C'est-à-dire qu'on va prouver que l'architecture, ou le petit module d'architecture qu'on va mettre en place, va résoudre ces problématiques-là de façon fulgurante ou extraordinaire. C'est-à-dire si c'est un problème de vitesse, il va falloir démontrer que ce qu'on va mettre en place va démultiplier la vitesse d'exécution des processus par 10, 20, 30, 40. On ne va pas faire des gains de 10% ou 20%. Non, on va démultiplier. On a quelques cas, par exemple, on est passé d'un temps de compilation de 8 heures à 15 minutes. D'un autre cas, d'un temps d'exécution d'une procédure, une simple procédure sur une base SQL qui mettait 70 minutes, on est passé à 5 secondes. Et ça, ce sont des preuves sur le concept. Quand on fait un proof of concept, ce n'est pas pour démontrer que l'architecture fonctionne. Ce n'est pas parce qu'on a installé Hadoop et on dit voilà le proof of concept, Hadoop fonctionne. Non, on va montrer que le service que l'on va générer ou la valeur qu'on va produire à partir de cette architecture-là va apporter une nouvelle dimension dans le traitement de la donnée de l'entreprise. Et c'est là où, en général, on réussit à intégrer l'architecture Big Data et puis surtout à la faire accepter pour faire d'autres choses, pour faire d'autres produits. Et bien évidemment, il y a l'accompagnement de toutes les personnes qui travaillent sur les projets dans la formation pour atteindre des niveaux requis pour continuer à travailler par eux-mêmes sur les architectures. Parce que, comme l'a dit Madame, quand on commencera à faire de l'analyse de la donnée, de la data science, il faut être du métier. Et si on est extérieur à l'entreprise, on ne peut pas comprendre les problématiques de l'entreprise. Avec toute la bonne volonté, on ne peut pas. Donc, il va falloir que ce soit des gens de l'intérieur qui réfléchissent à la modélisation de ces nouvelles données et l'utilisation de cette nouvelle architecture pour produire encore plus de services ou produire encore plus des résultats encore plus rapidement. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Merci. Question? On parle d'analyse de données, mais il faudrait qu'il y ait des données déjà. Est-ce que c'est un prérequis pour entamer un projet Big Data? Je parle de mon cas, je travaille dans un groupe minier. Certes, on a de la comptabilité analytique, on a un ERP et tout ça, mais il y a des données géologiques, de recherche, tout ça, qui sont éparpillées partout. Maintenant, est-ce qu'un projet Big Data va dans ce volet-là, dans la construction de données, ou bien c'est un prérequis que doit développer la société avant d'entamer le projet? La traduction de Big Data en français en données massives ou en données volumineuses est un leurre. C'était parce que ça a trompé beaucoup de gens sur la capacité de ces architectures-là à travailler avec n'importe quelle typologie de société et démarrer avec n'importe quelle. On peut démarrer un projet avec une architecture Big Data quand on est une start-up. Vous pensez que Uber, quand ils ont commencé à faire les taxis, ils ont commencé à remplir leur base de données avant de passer sur le Big Data? Non. Ils ont démarré tout de suite avec le Big Data. C'est une architecture qui a un potentiel de développement illimité en termes de capacité de traitement de données qui permet d'intégrer très facilement de nouvelles formules. Et le fait d'avoir aujourd'hui même un petit système d'information, le fait d'inclure une architecture Big Data permet de commencer à faire de nouveaux traitements. Par exemple, vous m'avez parlé de données minières, géologiques et tout ça. Toutes ces données-là aujourd'hui ne sont pas intégrées dans les processus d'analyse avec le reste de la donnée. Le fait de le mettre directement dans une architecture Big Data vous permet au moins d'intégrer les éléments récupérés ou collectés, les données collectées grâce à vos capteurs, vos différents capteurs, et les intégrer directement dans des mécanismes d'analyse. Et c'est ça qui devient très très intéressant pour une entreprise parce qu'elle voit immédiatement comment elle peut développer de nouveaux services.
Parce qu'il y a les analystes qui disent, tiens, parce qu'on va faire de la géologie, est-ce qu'on ne va pas utiliser le big data justement pour améliorer nos recherches géologiques? Aujourd'hui, la géoscience s'intéresse beaucoup au big data. J'ai animé un débat sur l'utilisation du big data dans le domaine des géosciences avec Total, dernièrement à Pau. Et il y avait pas loin d'une trentaine d'entreprises qui gravitaient autour de la géoscience, qui vont de ceux qui mettent des carottes avec des simples capteurs, hein, qui récupèrent tout ça sur des ports RS-232 sur leurs terminaux, jusqu'aux sociétés qui faisaient du carottage virtuel par étude géologique, parce qu'ils achetaient des données auprès de sociétés qui avaient déjà fait cartographier tout le sous-sol, et avec des nouveaux modèles d'analyse, ils faisaient en fait du carottage virtuel. Ils n'ont pas besoin de creuser. C'est-à-dire qu'ils font que de l'analyse mathématique. Donc ça leur économise beaucoup d'argent, et de temps surtout. Avant de commencer à creuser, on va voir quel est le potentiel de trouver ou non tel ou tel minerai. Je m'appelle. Oui. Je vous remercie, c'est pour votre présentation. Donc, on a compris que nous sommes tous producteurs de données. Maintenant, on peut s'intéresser aussi à cette consommation des données, et plus particulièrement pour une tranche d'entreprises que sont les PME, donc, qui constituent une majorité de notre tissu économique. Qu'est-il proposé justement pour ces entreprises-là, qui n'ont pas nécessairement la puissance de Google, qui n'ont pas les budgets des grosses entreprises? On peut citer des exemples, un courtier en assurance, un tour opérateur, une association, etc. Qu'est-il proposé justement pour ces entreprises-là qui peuvent, pour qu'elles puissent justement profiter de cette manne de données? Ce qui est proposé, pardon, ça marche plus. Ce qui est proposé, allô? C'est pas grave. Ce qui est proposé, c'est d'abord un accès à une panoplie d'outils qui sont dans l'écosystème de l'open source. Pourquoi moi j'insiste sur cet aspect-là? C'est parce qu'aujourd'hui, quand on démarre n'importe quelle activité, une grosse partie du budget informatique passe sur ce qu'on appelle de la licence et de la maintenance. Le big data, depuis son arrivée, a introduit en fait une modification de notre approche de ce qu'on appelle de la plateforme. Le coût d'exploitation de la plateforme tend vers le zéro, ce qu'on appelle zéro, parce que des grands noms l'ont décidé ainsi. Ceux qui aujourd'hui sont des Google, des Facebook, ont tous contribué à l'émergence de ces plateformes-là d'analyse massive. Par exemple, savez-vous que Facebook a été à l'origine de Cassandra, qui est un logiciel de traitement de données NoSQL. Twitter a été à l'origine du système de compression de la donnée du big data qui s'appelle Parquet, parce que c'est eux qui l'ont développé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs. LinkedIn a été le premier à développer un module qui s'appelle Kafka, qui leur permet de traiter, qui est aujourd'hui utilisé dans l'IoT, dans l'Internet des objets, parce qu'il permet de traiter tous les messages. C'est un système de messaging. Donc toutes ces entreprises-là, en créant leur architecture, ont développé une nouvelle forme de technologie de traitement d'information qui est aujourd'hui libre d'accès et libre d'usage. Ce qu'ont les entreprises aujourd'hui, c'est la possibilité de démarrer sur ces technologies-là, sachant qu'il va falloir attendre encore un peu, parce qu'on a dit que Big Data n'a que 10 ans, attendre encore un peu pour qu'on voit l'émergence de nouvelles applications commerciales qui vont s'appuyer sur ces architectures-là qui leur seront proposées pour la comptabilité, pour la gestion de RH. Toutes ces solutions qui existent aujourd'hui et qui sont packagées au-dessus de logiciels commerciaux, demain, seront proposées sur des architectures Big Data. Et on commence à en voir certaines qui commencent à sortir sur le marché. Et ces solutions-là
elles pourront donc s'appuyer sur ces architectures big data, mais en termes d'engagement financier pour une petite entreprise, il n'y a que cette partie valorisante du traitement de la donnée à payer. Toute la partie de structure est libre d'accès. Ça, c'est la grande nouveauté. Et c'est pour ça qu'on dit que le big data signe un tournant dans le traitement de l'information. Ça a commencé en 2006. On est à l'adolescence. On va lui espérer une longue vie. Parce que ça introduit une nouvelle approche de l'édition du logiciel. Et c'est surtout, ça introduit une nouvelle façon de travailler. Vous savez que, par exemple, Facebook, Twitter, LinkedIn, toutes ces sociétés-là ont collaboré au sein de projets communs. Ils sont en coopétition, hein, collaboration et compétition. Ils collaborent pour développer de nouveaux services et ils sont compétiteurs ils se battent avec leurs moyens hein, sur le terrain pour garder la plus grosse part de marché. Twitter et Facebook sont concurrents, par exemple, parce qu'ils ciblent les mêmes bases clientèles. Parce que tout ce qui compte pour eux, c'est des gens, que les gens adhèrent à leurs services. Et là, par exemple, aux États-Unis, vous avez plusieurs services qui sont comme Uber. Ils ne sont pas aussi répandus comme Uber, mais qui se sont inspirés des travaux d'Uber pour créer leur propre plateforme et qui viennent chatouiller Uber sur son propre territoire. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de taxis, enfin des voitures aux États-Unis qui ont 2, 3 labels. Ils ont les macarons. Il y a Uber, il y a Lyft, et il y a un troisième, j'ai oublié son nom, sur leur voiture. Et ils peuvent donc capter n'importe quel client qui utilise une des plateformes. Parce qu'eux, ils deviennent juste un fournisseur de voitures, de trajets. Oui. Oui, pardon. Bonsoir. Bonsoir. En fait, j'ai une question par rapport à la question qui revient sur l'accès au big data. Personnellement, je pense que le cloud permet un accès rapide et facile au big data via les plateformes qui existent aujourd'hui, que ce soit sur le cloud d'IBM, le cloud de Microsoft. Aujourd'hui, même Microsoft, qui est un peu en retard, on va dire, par rapport aux autres opérateurs, il offre déjà une plateforme de machine learning via des API et qui facilite même la vie aux développeurs qui veulent créer un écosystème autour du big data. Personnellement, je pense que c'est une réponse, une proposition de valeur intéressante pour les petites entreprises, pour les startups. Oui, exactement. De toute façon, le big data est lié au cloud. Le big data ne peut pas évoluer en dehors du cloud parce que justement, le système de ce qu'on appelle de clusterisation des machines, de virtualisation des machines, n'est possible que quand on dispose de cloud. Par exemple, aujourd'hui, qui aurait pu prédire que Google aurait des centaines et des centaines de milliers de serveurs opérationnels et qui sont sur des sites, éparpillés sur des sites, sur des data centers différents. Il y a beaucoup de, par exemple, de clients qui démarrent leur projet Big Data directement sur le cloud et qui créent, par exemple, il suffit d'avoir une machine dans le système central de l'entreprise et 4 machines qui sont sur le cloud et qui font partie du même cluster pour qu'on puisse opérer les échanges de données et puis travailler directement comme si c'était, en fait, on crée ce qu'on appelle des couches d'abstraction au niveau applicatif et les applications travaillent indifféremment sur le cloud. Moi, j'ai un client à Bordeaux qui exécute, enfin, il crawl le web français, tout le site web français pour créer ce qu'on appelle de la fiche d'identification pertinente. Par exemple, quand on cherche une information sur, je sais pas moi, sur une entreprise, si on va sur page jaune, on a son adresse. Si on va à la chambre de commerce, on a quelques identifications, mais on n'a pas d'informations sur son métier. On va trouver, par exemple, le métier, c'est le code APE, hein, par exemple, c'est une SS2I. Mais il n'y a pas la spécialisation d'entreprise. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont sur le site web de l'entreprise, grâce au text mining, ils récupèrent les mots de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, quel est son métier, quels sont son domaine de compétences, et ils enrichissent en fait leur base de connaissances. Et ils crawlent le web entier. Quand ils ont démarré le projet avec nous, ils démarraient sur un cloud Amazon, et ils avaient une dizaine de machines pour le test, pour le proof of concept. Et quand ça a été validé, ils ont lancé ça sur le cloud global, sur le web français global. On leur avait conseillé
de provisionner les machines en Amérique latine chez Amazon parce que c'est là où le coût d'exploitation était le moins cher. Donc en fait, en un week-end, ils sont passés de 10 machines à 100. Aucun opérateur de cloud est capable de fournir ça, enfin opérateur de cloud hébergeur traditionnel n'est capable de fournir ça, sauf des gros opérateurs. Et ça, et le big data est très lié au développement du cloud. Et c'est grâce donc aux techniques du big data qu'on peut opérer comme ça sur des clouds hybrides, c'est-à-dire privés et publics, et de pouvoir créer ce qu'on appelle des mécanismes de clusterisation qui chapeautent le tout, et les applications fonctionnent complètement de façon transparente. Mais le cloud, je suis d'accord avec vous, de toute façon, ils sont liés, à condition que le cloud aussi vienne sur de nouveaux types de cloud, de virtualisation grâce aux technologies open source, OpenStack. Donc là, c'est un autre débat. Mais Microsoft, IBM, Microsoft Azure, par exemple, aujourd'hui, vous pouvez acheter ce qu'on appelle des architectures Big Data prêtes à l'emploi. Mais ce n'est pas parce qu'on a une architecture Big Data qu'on a fait déjà le travail. Parce que prête à l'emploi, il faut la qualifier. Parce que sinon, si on ne fait pas attention au provisioning, les machines, on a vite fait de les démultiplier. Et là, la facture peut être très, très douloureuse. Donc il faut des architectes qui sachent vous conseiller sur le dimensionnement de ce cloud, même le cloud, parce que ça a un coût, le cloud aussi. Oui. Une petite question par rapport aux algorithmes prédictifs. Ces algorithmes, il y a une petite marge d'erreur derrière. Parce que prédictif, ce n'est pas tout le temps à 100%. Pour les banques, là où il y a en fait, la marge d'erreur, c'est zéro normalement, tout ce qui est calcul financier et tout ça. Donc, quelle est la chance pour ce... Est-ce qu'ils ont un mot à dire dans le monde du secteur financier pour les banques? Alors, c'est le secteur financier qui utilise le plus le prédictif. Et surtout pour l'analyse sur ce qu'on appelle qu'est-ce qui se passe si. Par exemple, quand ils octroient un crédit, ils développent des mécanismes d'analyse qui sont basés sur, bien évidemment, le prédictif, mais aussi qui intègrent les prises de décision qui ont été prises dans des cas similaires, dans les prochaines analyses. En fait, c'est un système récursif. Ça, c'est une des techniques qui leur permet d'augmenter leur taux de crédibilité sur la validité ou non d'un score, sur le scoring. Parce que la problématique aujourd'hui, c'est comment on va scorer. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, le scoring était simple, parce qu'il était basé sur certains critères, notamment, je sais pas moi, le revenu d'une personne, ses dépenses, les dépenses fixes, et ainsi de suite, et on lui donnait son score. Maintenant, le scoring commence à intégrer des données du réseau social, par exemple. On va commencer à regarder le comportement de la personne sur le réseau social. On va voir s'il est abonné à des jeux, à des plateformes de jeux, par exemple, en ligne, si c'est un joueur de poker. Donc, ça devient un personnage très, très risqué. Et même s'il a un très gros salaire, il devient très risqué. Mais ça, c'est grâce au big data. La banque, aujourd'hui, est capable de rapatrier ces données-là et de les coller aux individus. Quand on parlait tout à l'heure les entreprises s'intéressent à qui peut certifier de mon identité. Vous savez que votre banque, aujourd'hui, grâce à un élément basique, elle est capable de vous identifier sur les réseaux sociaux. Ce numéro basique, ça s'appelle le numéro de téléphone mobile. Si vous avez un compte Twitter, forcément, elle fait le lien. Ça, c'est la première chose. Donc, elle sait que c'est vous. Donc, elle peut vous suivre sur Twitter. Et si elle a Twitter, elle peut, par rebond, aller chercher d'autres informations sur d'autres réseaux sociaux, et ainsi de suite. Et donc, là, elle complète ces mécanismes d'identification et de profiling. Et le modèle prédictif s'appuie sur tous ces mécanismes-là pour, pas prédire, parce qu'on ne peut pas prédire le futur, mais au moins donner des indications sur des hypothèses, sur des scénarios. C'est le what if. Qu'est-ce qui se passe si? Donc, elle donne des scénarios. Donc, ces scénarios sont corroborés par les actions réelles de l'individu. Si, par exemple, on fait des scénarios, on va lui octroyer un crédit, et on a dans le scénario, qu'est-ce qui se passe s'il joue une grosse partie de ce crédit-là sur la plateforme de jeu? Et on va surveiller. S'il la joue, ça vient corroborer donc cette hypothèse, et donc ça modifie son scoring, et ainsi de suite. Donc le prédictif, c'est pas du calcul, c'est pas du calcul réel précis. Quand on fait du prédictif, on n'intègre pas le hasard, comme j'ai dit tout à l'heure.
Donc on ne peut pas... c'est des probabilités, c'est des probabilités. Et la probabilité aujourd'hui est renforcée parce qu'on a une grosse capacité de calcul et surtout beaucoup plus de données à intégrer dans les mécanismes, dans les algorithmes, ce qui nous donne plus de précision, c'est tout, dans l'analyse. Oui. Justement, une question. Micro, s'il vous plaît. Tous à l'école, on avait cette règle de la CNIL qui disait qu'il ne faut pas croiser les données, parce que dès qu'on commence à croiser les données, ça commence à devenir un peu pas illégal. Et on a l'impression que tous les exemples que vous citez ne sont basés que sur du croisement de données. Le comportement du client quand il joue, le comportement... L'assurance va vouloir savoir si vous avez une maladie particulière et du coup, elle va vous tracer sur Google. Et en plus, ça devient de pire en pire, je dirais, puisque la compagnie qui vous vend le téléphone, c'est la même que celle qui vous ouvre un compte bancaire, qui est la même qui vous donne une assurance bancaire. Donc, quel est finalement l'avis sur justement l'usage des données personnelles et impersonnelles, parce que de toute façon, on ne sait plus où est la ligne dans ce monde, ce type d'application et ce type de solution. Le big data est souvent associé à Big Brother, ce qui est un peu de vrai dans tout ça. Il y a un peu de vrai parce qu'il y a un problème aujourd'hui, il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est l'éthique. L'éthique des entreprises qui développent des nouveaux services. Elles connaissent le potentiel de ces applications, le potentiel du big data, elles le connaissent. Et malheureusement, certaines enfreignent les règles et vont aller jusqu'à l'exploitation de la donnée personnelle. Elles savent que la CNIL, par exemple, n'a pas les moyens de venir contrôler. Donc elles vont enfreindre la loi parce qu'elles ont un modèle business derrière. Elles savent qu'elles peuvent commercialiser ces données-là et ces données peuvent intéresser quelqu'un. Les premières sont les GAFA. Les GAFA appuient tout leur... Google, par exemple, le dernier rapport financier de Google indique qu'ils font peut-être plus de 90% de leur chiffre d'affaires provient de la publicité. Donc nous, quand on achète un Android et quand on utilise un Gmail, on signe quelque part, parce qu'on doit accepter on ne lit pas tout, mais on accepte en général, parce qu'on veut utiliser le smartphone, on signe quelque part qu'on leur donne le droit de regard sur nos données personnelles. Vous savez, quand vous utilisez Gmail, vous leur donnez le droit de lire vos mails. C'est écrit, ils le disent. Moi, quand ils ont mis ça en place, parce que les Américains, ce qui est de bon avec les Américains, c'est ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Parce que sinon, ils sont attaqués en justice. C'est à vous d'être plus malin. Moi, quand j'ai appris ça, j'ai arrêté d'utiliser Gmail. Enfin, Gmail, je l'utilise comme une adresse poubelle. Donc, tous les sites qui me volent mon adresse email, je leur donne Gmail. Donc, si Gmail veut me scorer, enfin, je pense qu'il va avoir un profil vraiment bizarre sur moi. Mais bon, c'est leur problème, c'est pas le mien. Donc après, c'est une question d'attitude vis-à-vis de ces systèmes intrusifs qui nous demandent des choses auxquelles ils ne devraient pas accéder. Quand vous installez une application mobile, je ne sais pas moi, une application qui allume la torche là, pour éclairer et qui vous demande la géolocalisation, moi je ne l'installe pas, désolé. Je vais chercher ailleurs s'il n'y a pas une autre application qui ne me demande pas la géolocalisation, même si l'icône n'est pas aussi belle, même si elle n'est pas scorée dans les 10 premiers, et ainsi de suite. Donc, il y a à la fois notre comportement dans notre éducation et notre acculturation par rapport à la donnée personnelle, qu'est-ce que nous, on est prêt à concéder en contrepartie des services rendus. Et puis après, il y a la loi. Il faut que la loi soit un petit peu plus dure vis-à-vis de ces mauvais comportements. Il y a beaucoup de sociétés, malheureusement, qui enfreignent les règles et qui ne sont pas inquiétées. Moi, si ça tenait qu'à moi, à Google, je leur fais payer très très cher, des impôts, tout simplement, parce qu'ils utilisent les données des gens. Dans n'importe quel pays, il faut que tous les pays du monde se coalisent et disent « Vous utilisez les données des gens, il faut payer des impôts. » Parce que ça ferait une sacrée manne d'argent pour les pays. Parce que c'est quand même des gens qui habitent dans ces pays-là, qui produisent la donnée pour Google. Enfin, ça c'est un autre débat. Je ne suis pas anti-Google, mais vous l'aurez compris. Non. Ah non, Hotmail affirme qu'il ne lit pas les mails. Ils le disent. C'est-à-dire que vos mails sont sécurisés, sont dans un endroit sûr. Ils le disent, Hotmail, Microsoft. Après, il y a peut-être autre chose. Après, il y a la NSA, enfin, on ne sait pas. Donc, mais bon. Mais
l'éditeur, c'est l'éditeur qui s'engage. Moi, je conseille à mes clients, quand on démarre un projet Big Data, on sensibilise sur la donnée personnelle. Et quand on contractualise des contrats, ce qu'on appelle des contrats de service, des MOA, n'importe quoi, en fait, une fois qu'on les a sensibilisés, on leur donne une garantie que s'ils sont poursuivis en justice pour utilisation de données personnelles, on est prêt à prendre en charge les frais de justice, frais d'avocat, tout. Les clients, ils nous regardent bizarrement, ils disent non, non, c'est quand même, vous vous rendez pas compte. On dit oui, mais on s'engage à le faire si vous respectez, parce que vous nous autorisez quand même à auditer votre système le jour où ça arrive. Donc on se tient les uns les autres. Mais nous, c'est un engagement qu'on a pris, parce qu'on est dans l'éthique. Il y a des mouvements qui se créent aujourd'hui il y a un mouvement qui s'est créé qui s'appelle Data for Good. Si vous regardez le hashtag Data for Good avec un 4 au milieu, vous trouverez toute cette initiative pour l'utilisation des architectures Big Data pour le bien de l'humanité, enfin pour le bien. C'est arrêter de faire des bêtises et d'avoir des comportements malveillants envers les utilisateurs. Et donc il y a une charte qui commence à être adoptée par pas mal d'acteurs, notamment les deux que j'ai mentionnés qui font de l'open source, Hortonworks et Cloudera, qui ont adopté cette charte-là et qui la poussent en avant. Donc il y a quelques acteurs qui commencent à s'engager, des acteurs de logiciels, des éditeurs de logiciels traditionnels qui commencent à s'engager sur cette voie-là, et c'est tant mieux, parce qu'au moins quand ils vont promouvoir leurs solutions Big Data, ils feront la promotion aussi des bonnes pratiques, et puis surtout sensibiliser leurs clients sur l'utilisation des données personnelles. Ce n'est pas parce que c'est possible qu'il faut le faire ou qu'on a le droit de le faire. C'est pas parce que c'est possible. Et aujourd'hui, avec la technique du Big Data, on peut tout faire. Oui. Une dernière question. Une dernière. D'accord. J'aurais une question aussi, si vous permettez. Deux dernières questions. Micro. Bonsoir. Bonsoir. Ma question est toute simple. Est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler sur des projets Big Data au Maroc? Et aussi si vous avez connaissance d'exemples avérés de mise en place du Big Data au Maroc? Depuis pas mal de mois et d'années, on entend parler du Big Data, mais concrètement, lorsqu'on veut voir quelque chose, enfin un exemple avéré, on ne voit rien, tout simplement. Voilà. Que du cloud. Que du cloud. Voilà, je vais vous faire une réponse à la marocaine. C'est Inch'Allah, mais qu'on a le khair. Donc, le Maroc, ça fait partie de notre... alors, juste pour compléter la description de notre entreprise donc, est une entreprise internationale. On a 3 bureaux. Le premier est basé à Seattle, aux États-Unis. Ce bureau s'occupe du monde anglo-saxon. Un autre bureau à Mexico qui s'occupe du monde hispanique, enfin latin, hispanique et ibérique. Et nous, en France, le bureau français, c'est la filiale européenne, s'occupe du monde francophone. Donc moi, j'adresse tout. Et 2016, c'est pour moi l'arrivée au Maroc. Donc on est en train de travailler pour identifier des partenaires commerciaux, des relais locaux. Mais comme je disais tout à l'heure, par rapport au démarrage de projet Big Data, il faut être exigeant. Nous sommes très, très exigeants dans le choix de nos partenaires et des engagements qu'ils sont prêts à prendre vis-à-vis sur la formation, par exemple, des collaborateurs, sur la qualité de la prestation, parce qu'on ne peut pas plaisanter avec des choses qui vont constituer l'avenir de plusieurs entreprises sur des générations. Donc il faut bien démarrer et on essaie d'être un peu peut-être des trublions dans ce monde du Big Data, mais ça va très très bien, on le vit bien et ça nous permet au moins d'avancer avec nos partenaires et nos clients dans un climat de confiance et de durabilité surtout. Oui. Vous avez dit que le secteur financier faisait partie des grands consommateurs de Big Data. Je voulais savoir, les grandes banques françaises aujourd'hui, quel retour d'expérience elles ont avec le Big Data par rapport à leur ancienne pratique de faire de l'analytics, leur ancienne par rapport à... Parce qu'avant, on entend parler de machine learning versus data mining auparavant.
Donc voilà, est-ce que le big data a apporté une vraie valeur ajoutée par rapport à l'ancienne manière de faire de l'analytics ou pas? Est-ce que c'est mesurable aujourd'hui? Par rapport à la mise en œuvre des solutions, enfin à ma connaissance, on n'a pas encore assez de recul parce que les entreprises financières sont venues au big data en 2014-2015. Hein. Même si le big data a démarré il y a très très longtemps en France, c'est presque les dernières avec le monde de l'assurance à rentrer dedans. Parce que ils avaient peut-être leurs problématiques, peut-être qu'ils n'y croyaient pas, tout simplement, peut-être qu'ils avaient choisi les mauvais acteurs, enfin les mauvais partenaires. Donc, mais aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que le domaine financier bénéficie au moins de deux éléments du big data. Aujourd'hui, le premier, c'est la détection de fraude, la fraude au paiement, à carte bancaire. Donc, il y a des économies phénoménales qui sont faites grâce aux avancées du big data dans ce domaine. Vous savez, aujourd'hui, quand vous faites une transaction bancaire, la deuxième transaction que vous faites, il y a un algorithme de détection de fraude qui entre en jeu, qui analyse votre temps de parcours entre les deux points de vente, pour savoir si humainement vous êtes en capacité de faire ce trajet. C'est une règle basique. Et pourtant, avant, ils ne prenaient pas en compte la géolocalisation. Donc aujourd'hui, on prend en compte la géolocalisation, vous savez comment? Grâce à l'application mobile de compte bancaire, parce que vous l'avez téléchargé et que vous l'utilisez, et que vous avez le smartphone dans votre poche. Donc, et comme l'application tourne en background, elle fournit les données de géolocalisation, de votre géolocalisation au moment de la transaction. Donc, ils peuvent corréler ces informations-là et déterminer si c'est un cas de fraude ou non. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième, c'est l'analyse de risque. Comme on peut intégrer des données supplémentaires pour analyser les risques quant à l'octroi des crédits, donc les mécanismes de scoring sont en train d'être modifiés. Et aujourd'hui, vous remarquez que, par exemple, les banques, bien que les taux soient très très bas, elles octroient plus facilement des crédits à des personnes, pas parce que les taux sont bas, mais parce que les mécanismes d'analyse de risque sont beaucoup plus pertinents. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui. Quand je discute avec le banquier d'entreprise, qui est devenu un ami, et qui est à la... Non, je ne citerai pas le nom, je ne ferai pas de publicité. Donc il me dit effectivement qu'ils ont beaucoup d'outils qui leur permettent aujourd'hui de mieux connaître leur clientèle. Et comme ils intègrent le social media, enfin, l'analyse sociale, ils communiquent par Twitter, par Facebook avec leurs clients. Donc localement, chaque agence commence à maîtriser son écosystème pour déterminer quels sont les clients fiables, pas fiables, et ainsi de suite. Je crois qu'on a une dernière question. Je n'ai pas posé de question par respect à mon ami, parce que c'était la dernière question. Bon, c'est juste une précision, bien, si je me permets, oui. Donner juste une petite réponse à l'avant-dernière question concernant le Maroc, qu'est-ce qui est les expériences sur le Big Data. Oui. Il y a une compagnie au Maroc qui a commencé ce projet il y a presque un an maintenant. Donc, c'est dans le domaine de l'Internet of Things. Donc, ils ont instauré un boîtier dans les voitures. Donc, ils commencent à collecter des informations. Donc, ils installent des sociétés américaines d'assurance. Ils commencent à faire le truc de pay as you drive, how you drive. Donc, c'est la première expérience au Maroc qui est déjà commencée. Merci. D'accord. Merci. Oui, c'est comme toutes les assurances en France aussi, elles ont des petits boîtiers, des assistants à la conduite qui permettent de mieux connaître le comportement de leurs clients en voiture et ainsi de suite. Il y a un petit côté pervers, hein, ce jeu-là. Hein. Je crois que vous avez peut-être vu l'émission sur c'est MMA qui fait ça, ou il y a eu une émission télé en France là-dessus, justement sur le sujet. Alliance, oui, Alliance, MMA, oui. Justement, c'est Alliance qui a fait une étude et elle a fait un reportage TV. Et en fait, ils se sont rendus compte que certains conducteurs, pas tous heureusement, adoptaient un comportement vraiment très risqué pour ne pas être disqualifié par le boîtier. Par exemple, pour avoir la conduite la plus fluide possible, il va freiner au dernier moment. Donc, en fait, il augmente, même en passant à côté des écoles, par exemple. Donc, c'était parce que le boîtier ne surveillait pas réellement s'il était à côté d'une sortie d'école ou pas. Donc, non, mais c'est le côté un peu pervers, mais bon, c'est comme quoi l'homme, même si on fait des systèmes prédictifs, il y a le hasard. Et c'est ça qui fait notre humanité, que nous sommes des hommes, et que le système prédictif ou l'informatique ne prendra jamais le contrôle sur nous parce qu'on est toujours imprévisible quelque part. Donc c'est ça qui est bon. Certaines sociétés américaines, ils ont voulu faciliter ce boîtier-là parce qu'avant, il était installé par un expert
Ouais. Brancher et débrancher. Donc il y a certains conducteurs Qui le débranchent. Et qui le débranchent pour que leurs femmes conduisent. Ouais. Et puis si elle a l'accident, il va dire oui, ça va vérifier la prédictibilité. Il va dire oui, je te l'avais dit que de toute façon les femmes conduisent mal, hein, la preuve, voilà. Enfin. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. En 2 mots, je crois que là c'est juste une ouverture d'appétit. Hein. Adil a encore plein de choses à nous raconter, à nous dire. Et on va le retrouver lors des assises de l'OSIM, donc au mois d'octobre. Merci à Adil d'être venu et d'avoir répondu à justement la sollicitation de l'OSIM et donc participer aux assises et de nous ramener à Amr Aoudallah. Juste pour répondre aussi à la question de monsieur, on aura aussi Hugues Lebar qui est un Chief Data Officer, l'ex-Chief Data Officer de BNP Paribas et aujourd'hui qui est aussi un éminent speaker et qui sera parmi nous lors des assises de l'OSIM. Donc pour tout le monde des finances et de la banque, enfin on peut interagir avec ces gens-là. Merci encore une fois. Et donc je crois qu'il y aura une pause. On verra ou non ou pas. Ok. Bien. Donc, mais sinon on va continuer. On se prend 5 minutes de pause et on continue l'assemblée générale ordinaire avec les membres de l'OSIM. Merci beaucoup.